Je vais parler, pendant toutes ces séances, de peinture. Il y aura quelques excursus sur l'architecture, sur certaines sculptures, mais essentiellement sur la peinture, et la peinture du XIVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est la période qui m'intéresse et sur laquelle je travaille. Elle est déjà assez vaste. Je ne vais pas me dire un spécialiste de cette période. Il n'y a pas de spécialiste de cette période. Et dans cette période, il y a des moments ou des œuvres qui retiennent plus mon attention, non pas parce qu'elles sont nécessairement consacrées, mais parce que pour moi, elles ont une densité de signification particulière. Alors, comment est venue cette espèce de découpe qui fait que, dans le fond, mon intérêt historique, j'entends, hein, non pas forcément artistique ou personnel, mon intérêt historique s'arrête avant, enfin le terminus, le premier terme, c'est on va dire 1250, hein, pour remonter un peu dans le XIIIe siècle, et puis ça s'arrête entre 1885 et 1920. Voilà, bon. Alors comment est venu ce choix? Parce qu'au départ, en fait, j'aimais également beaucoup cette peinture romane ou des œuvres de Bonnard de 1940. Donc comment s'est fait cette... et pourquoi va-t-on parler de ça pendant les jours qui viennent? Eh bien, en fait, je crois que c'est par d'abord la cohérence d'un problème à long terme historique, ou historique à long terme. Ce qui caractérise la peinture européenne du début du XIVe siècle à la fin du XIXe siècle, c'est que cette peinture se fait sous le principe de l'imitation de la nature. Non. Et même certains peintres ou certains moments pensent que les images qu'ils représentent, c'est l'ère de la représentation, eh bien les images sont vraies. Il y a une vérité de la représentation. C'est en tout cas ce que prétend rechercher et exiger du peintre le Florentin Léon Battista Alberti dans son texte de 1435 de la peinture, où il fonde en fait la théorie de la peinture, je ne dirais pas moderne, mais classique. Et j'entends par peinture classique la peinture d'imitation depuis le texte d'Alberti, autour d'Alberti, on va dire, pratiquement jusqu'à l'impressionnisme. Parce que l'impressionnisme continue à faire de la perspective. Hein, il y a des allées de peupliers de Monet qui sont de la parfaite perspective. Donc la mise en forme du monde, hein, la structure d'organisation de la représentation ne change pas fondamentalement depuis, on va dire, Masaccio, début du XVe siècle à Florence, jusqu'à Monet. Hein, il y a toujours de la perspective et dans le fond, l'appareil photographique va prendre le relais dans la mesure où l'appareil photographique ne fait que singer le principe de la perspective. C'est-à-dire il y a un œil unique et toutes les lignes convergent vers le point qui est la projection de l'œil sur la surface de représentation. Donc c'est cette cohérence-là qui délimite mon champ de recherche et d'études, parce que, évidemment, à l'intérieur de cette très longue période, je peux dire à la fois la forme de base de la représentation n'a pas changé, mais en même temps, le nombre de styles est considérable, parce qu'on aura la première Renaissance, la Renaissance classique, le maniérisme, le baroque et le classique, le rococo, le néoclassicisme, le romantisme, le sublime, etc., etc. Donc, dans un seul type de forme de base. Jadis, on appelait ça le schème d'organisation. Dans un seul schème d'organisation, eh bien, on a toute une série de configurations du schème qui changent et qui sont les styles. Et là, donc, il y a une possibilité, dans l'histoire à long terme, d'étudier les transformations. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment un système se crée. Et ça, on va dire, c'est le fin XIIIe, XIVe et début du XVe siècle, comment un système s'instaure, comment ensuite il ne cesse de se transformer jusqu'au moment où il continue à fonctionner, parce que la perspective continuera à fonctionner encore au XXe siècle, en peinture, pour certains peintres, mais il n'est plus le système dominant. Il est concurrencé et il est même mis à bas par des systèmes radicalement différents, tout simplement l'abstraction. Quand carré blanc sur fond blanc, c'est terminé, il n'y a plus de perspective. Bon. Donc ce qui m'a intéressé, et ce qui continue de m'intéresser, même de me passionner, c'est la complexité des problèmes qui se posent, de transformation, de réponse, de solution, de recherche, à l'intérieur de cette grande unité historique. Alors, je sais que l'unité peut paraître beaucoup trop grande. Alors, ça peut paraître très restreint, parce que s'intéresser qu'à la peinture, quand même, c'est bizarre, parce que la peinture peut être séparée de l'architecture, de la sculpture, etc. Donc, on va dire, mais enfin, en ne s'intéressant qu'à la peinture, on ne fait pas l'histoire de l'art, on fait l'histoire de la peinture.
Oh ben d'accord, je fais l'histoire de la peinture, je fais pas l'histoire de l'art. Mais je ne sais pas très bien ce que c'est que l'histoire de l'art de toute façon. Mais disons, je fais l'histoire, ben, je fais une histoire de la peinture, histoire en plus de certaines peintures. Parce que je ne m'intéresse qu'aux tableaux qui m'intéressent. Hein. Il y a des périodes qui m'intéressent, moi je n'y peux rien. Et je laisse à d'autres, excellents, le soin de dire le bien qu'ils pensent ou tout l'intérêt qu'a cette période ou qu'ont ce type d'œuvre. Mais ce qui m'intéresse donc dans cette longue période, c'est les transformations, et c'est en particulier les moments où, à l'intérieur du système général, un système secret apparaît, se noue, et puis le moment où il va se défaire, être remplacé par un autre. Ça sont des périodes de transformation tout à fait passionnantes parce que je crois qu'on y observe en histoire de l'art, en histoire de la peinture, des processus équivalents à ceux qu'on observe en histoire des sciences. Et là, je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir utiliser certains modèles d'interprétation élaborés par des historiens des sciences pour voir comment ils permettent de mettre au clair certaines transformations artistiques qui, sans ça, ne sont pas vraiment compréhensibles. Là, je pense bien sûr au livre de Thomas Kuhn sur la structure des révolutions scientifiques, et je dirais, il serait très intéressant de regarder comment, par exemple, on passe à la fin du XVIe siècle du maniérisme, qui est le style européen du XVIe siècle proprement dit, comment on passe en fait en une vingtaine, trentaine d'années, on passe à la fois au baroque et au classicisme. Comment ce style européen, cette langue commune de toute l'Europe, le maniérisme, peut donner naissance, à travers une révolution artistique, mais qui dure une vingtaine d'années, à la fois au style classique des Caraches, d'où viendra Poussin, etc., et au baroque ou au Caravage. Bon, ça sont des moments qui sont à la fois très émouvants, parce que dès lors qu'on ne suppose pas que le Caravage existe en 1580, il n'existe pas encore, il va commencer à exister, mais dès lors qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et qu'on feint de ne pas savoir ce qui va se passer, eh bien, l'actualité et l'intensité des propositions de ce qui se passe dans ces années 1560, 1570, 1580 vaut bien l'intensité de ce qui se passe actuellement dans l'art contemporain. Parce que ça nous paraît tout tranquille, un long fleuve tranquille, parce qu'on a 3 siècles de distance. Mais si on essaye, si on fait l'effort, je dirais épistémologique, d'ignorer, de faire semblant d'ignorer qu'il va y avoir Galilée, qu'il va y avoir le Caravage, qu'il va y avoir bientôt l'Académie royale de peinture et de sculpture, etc., on a des moments qui sont picturalement et intellectuellement absolument passionnants. Alors toute cette histoire, qui m'intéresse, cette histoire de la peinture donc du XIVe à la fin du XIXe siècle, comment dire, elle commence par un duo étonnant, qui est celui de Duccio, le grand Siennois, du tout à fait début du XIVe siècle, et du grand Florentin du moment, Giotto, évidemment, qui a été beaucoup plus retenu par l'histoire de l'art, puisque l'histoire de l'art a été faite d'abord par les Florentins. Donc évidemment, Giotto a été privilégié par rapport à Duccio. Non sans raison, car Giotto rompt, il y a une rupture chez Giotto, mais en même temps que Giotto peint, au début de Giotto, Duccio continue à peindre. Duccio peint, on a des tableaux de lui de la fin du XIIIe siècle jusqu'aux années 1310, etc. Et là où je dis c'est un couple qui m'intéresse, parce que autant Giotto propose des nouveautés sur lesquelles il faudra revenir, Giotto propose des nouveautés, autant Duccio porte à son comble un système d'une richesse extrême et qui est destiné à disparaître. Et ce système, c'est un système fondé non pas sur la perspective telle qu'elle sera inventée un siècle plus tard, mais sur une notion du lieu et des figures qui n'a rien à voir avec l'espace organisé de la perspective géométrique, mais avec les espaces de la mémoire. Et ça, c'est un monde auquel j'ai été amené aussi un peu à entrer, un problème des arts de la mémoire et des techniques de mémoire à la fin du Moyen-Âge. Mais l'invention de la perspective, c'est elle qui va emporter le mouvement et l'art vers sa phase que j'appelle classique. L'invention de la perspective, en fait, ça prend une centaine d'années. Mais le mot invention, j'y tiens beaucoup. D'abord, pourquoi invention ? J'y tiens beaucoup parce que la perspective n'est pas une découverte. On découvre l'Amérique. C'est vrai, parce qu'elle existait et on la découvre, sans savoir ce qu'on découvre, mais on découvre l'Amérique. La perspective, elle n'existe pas avant qu'on l'invente. Quand on lit ou qu'on entend dire, oui, alors les Italiens découvrent la perspective, parce qu'elle avait toujours existé. Non, c'est une invention, et c'est un système de représentation parfaitement arbitraire, et qui est dont il faut essayer de comprendre les raisons. Pourquoi invente-t-on à un certain moment, et encore une fois, ça prend près d'un siècle, donc c'est pas un individu qui a inventé la perspective, c'est toute une société qui invente la perspective très progressivement. Pourquoi l'invente-t-on ? Qu'est-ce que ça signifie ? Que cherche-t-on ? Quelle est la fonction de ce système de représentation tellement arbitraire ? Puisque
quand même une perspective au sens classique du terme, que ce soit Alberti dans son De Pictura, Brunelleschi dans ses petits panneaux qui représentaient le baptistère de Florence ou la place des Seigneuries, ou Masaccio par exemple dans la Trinité de Santa Maria Novella. Ça suppose un spectateur immobile, fixé à une certaine distance de ce qu'il regarde et avec un seul œil. Donc ça n'a rien à voir avec la façon dont nous percevons. Parce que nous percevons, nos yeux n'arrêtent pas de bouger, nos yeux ne sont jamais fixes. Même quand on fixe quelque chose, je crois que la science moderne a montré que l'œil n'arrêtait pas de scanner autour du point qu'on fixait, mais jamais n'était absolument immobile. Alors que la perspective suppose un œil absolument immobile, un seul œil, et absolument pas le mouvement de deux yeux qui balayerait le champ. Et il faut savoir, il faut se rappeler que cette invention d'un système aussi arbitraire que la perspective monofocale, centrée monofocale pour l'appeler par son terme technique, eh bien, il y a d'autres hypothèses contemporaines que celle-là. Et c'est celle-là qui va l'emporter. Pourquoi? La question est en jour, mais pourquoi celle-là l'emporte et pas les autres? Il y avait au moins deux autres systèmes perspectives parfaitement efficaces à l'époque. Il y avait le système, alors qui a été celui pratiqué en particulier par Lorenzo Ghiberti. Lorenzo Ghiberti est également un Florentin, contemporain d'Alberti, etc., de Filippo Lippi, de Fra Angelico. C'est lui qui a fait les portes du baptistère, la fameuse porte du paradis de baptistère de Florence. Et Ghiberti, en perspective, il développe, lui, un système, on va dire, bifocal, centralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un point de fuite, il y a deux points de fuite, correspondant chacun aux deux yeux. C'est tout aussi arbitraire. Mais il avait des raisons précises à en expliquer pourquoi préférer ce système-là à celui que proposait son collègue Alberti. Puis il y en a un autre système encore tout à fait excellent. Il y en a deux autres. Il y a le bifocal latéralisé, c'est-à-dire on suppose un point de fuite à l'extrême gauche parce que le regard se porte vers l'extrême gauche, et puis un autre point de fuite à l'extrême droite parce que le regard se porte vers l'extrême droite. Et entre les deux, on organise les lignes de fuite, mais les foyers de perspective sont à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Bifocal, latéralisé. Ça, c'est Paolo Uccello. Et on a encore un autre système, et celui-là, alors, il est, on va dire, entre guillemets, français, parce que ça n'a pas grand sens à l'époque, mais celui de Fouquet. Fouquet, lui, met au point une perspective tournante, c'est-à-dire une perspective convexe. C'est-à-dire que l'espace et les pavements, les plafonds, viennent vers le spectateur, vers le milieu, et repartent vers le fond sur le côté. Ils viennent du fond, ils viennent vers le milieu, repartent vers le fond. Alors, ça, c'est très intelligent, parce que, par exemple, pour représenter le parcours d'un cortège dans une ville, le sentiment de mouvement est beaucoup plus fort si on a l'impression que ça vient vers nous et que ça repart. En même temps qu'on balaye la surface de gauche à droite, c'est loin à gauche, c'est proche au milieu, c'est loin à droite. Donc il y a un mouvement. C'est très intelligent. Fouquet était un homme d'intelligence supérieure. Et quel drôle d'invention dire en même temps, parce que Fouquet ne savait absolument pas que que le fond de l'œil est concave, et que donc nous avons effectivement une vision courbe. Il ne savait pas du tout. Oui, bon, par contre, c'est un historien qui s'appelle Schwartz qui a fait cette hypothèse, je la crois, très convaincante. Ce système perspective circulaire convexe vient du fait qu'à l'époque, pour peindre, on avait dans les ateliers de peintre très souvent des miroirs. Et ces miroirs dans lesquels on regardait la réalité, parce que le miroir, dans le fond, fait déjà tableau. Et ces miroirs étaient convexes. Le miroir plat est postérieur au miroir convexe. Et donc, la perspective convexe était proche de l'expérience des miroirs de l'époque. Donc, oui, la richesse, ça pourrait continuer, la complexité est très grande. La richesse des propositions de représentation, on va dire, géométrique ou spatiale du monde, et en particulier du monde urbain, de l'architecture, et cette complexité est très grande dans les années 1420-1450. La question intéressante, c'est comment a-t-on inventé la perspective qui finalement l'emportera, et surtout, pourquoi? Pourquoi l'a-t-elle emporté? Alors, le comment de cette question, ça c'est très compliqué, parce que celui qui a inventé vraiment le dispositif, c'est un architecte. C'est Filippo Brunelleschi, l'architecte de la coupole de Florence, qui, dans les années, maintenant on date ça 1415-1417, donc très tôt dans le XVe siècle, a proposé un modèle théorique qui est un petit panneau, alors j'en parlerai que d'un, un petit panneau sur lequel était peint le baptistère de Florence, tel qu'il est vu depuis la porte centrale de la cathédrale, c'est-à-dire juste en face, à 20 mètres ou 30 mètres, disons, de baptistère. Et pour démontrer la vérité de sa peinture géométrique, eh bien, il ne fallait pas regarder d'un côté le panneau et en face le baptistère, mais il avait pratiqué un trou à l'intérieur de ce petit panneau, et il fallait regarder à travers le trou, donc tourner le dos, faire que la peinture vous tourne le dos, et par derrière la peinture, regarder à travers le trou, à ce moment on voyait le vrai baptistère. Puis à ce moment on mettait un miroir, et on voyait le baptistère peint.
on baissait le miroir, on voyait que c'était la même chose. Démonstration que l'architecte est capable de représenter exactement ce qu'est l'architecture. On me dirait, pourquoi se casser la tête, pourquoi un tel truc? Eh bien, je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Boskowitz. La raison, Miklos Boskowitz, est très simple, c'est que Brunelleschi est très simple et très intéressante. C'est que Brunelleschi voulait substituer au modello, c'est-à-dire le modello en bois des artisans architectes. Hein. C'est-à-dire, on commande une architecture à un architecte et il fait un modello, c'est-à-dire une maquette. Mais il veut substituer à ce modello encore très artisanal, hein, il veut substituer la représentation. C'est-à-dire montrer que l'architecture est une question de représentation et qu'un architecte est capable de concevoir ce que sera la figure d'architecture. Donc ce qui est très intéressant chez Brunelleschi, c'est le premier architecte, je crois, qui énonce, mais enfin, par sa peinture, énonce aussi clairement le fait que l'architecture est une question de représentation. Ce qui est extrêmement intéressant, hein, parce qu'on représente l'architecture telle qu'elle sera. Hein, et donc, voilà, je crois que c'est une articulation fondamentale. Mais donc, il aurait inventé à ce moment-là quoi? Un dispositif commode, hein, pour éviter le modello. L'interprétation de Boskowitz est juste, elle est quand même insuffisante, parce que à ce moment-là, ça n'aurait pas triomphé, hein, à ce point-là dans l'histoire de la peinture. Tant plus que ce que fait Brunelleschi, ce n'est pas de la peinture, ce sont des panneaux de démonstration, puisque, par exemple, dans le panneau du baptistère, toujours le même, il n'avait pas peint le ciel. Et il avait peint, à la place du ciel, il a mis une plaque d'argent qui reflétait le ciel réel. Donc on voyait les nuages passer, c'est ce que nous dit son biographe Manetti. Donc c'est pas de la peinture, c'est autre chose, c'est un objet de démonstration. Bien, donc comment se fait-il que ce système-là ait pu devenir, hein, la perspective monofocale avec le petit trou centralisé, ait pu devenir le système par excellence de représentation pour des siècles, hein, c'est quand même pour des siècles. La réponse est forcément hasardeuse, parce qu'on ne peut pas prétendre avoir résolu des questions aussi vastes simplement. Je dirais simplement, c'est que ce que propose Brunelleschi et ce que va peindre Masaccio, parce que Masaccio travaille avec Brunelleschi, hein, l'architecture de la Trinité à Santa Maria Novella, la fresque de Masaccio, on se demande, hein, il est probable qu'elle ait été dessinée par Brunelleschi. Et il travaillait la main dans la main. Bon, Brunelleschi, Masaccio et Donatello, hein, le sculpteur. Bon. Et donc, en architecture, peinture et sculpture, un moment extraordinaire qui travaille dans la même direction. La première perspective réalisée a été une perspective sculptée. Hein, c'est la base du Saint-Georges de Donatello, où il y a une architecture en perspective monofocale, etc. Donc, c'est d'abord passé par la sculpture avant de venir à la peinture. Alors, pourquoi est-ce que ça a triomphé? Là, il y a des raisons complexes. À la fois le rôle de Léon Battista Alberti et de son livre De Pictura, qui légitime la construction de perspective. Il y a, et qui a un certain prestige dans le monde de la culture, pas forcément auprès des artistes. Ensuite, il y a les commanditaires, et en particulier comme l'Ancien, comme de Médicis, hein, qui à ce moment règne à Florence, enfin, qui rentre à Florence, je crois, en 1434, un an avant qu'Albertine écrive son De Pictura, et qui va choisir une peinture non pas gothique internationale, c'est-à-dire luxueuse, princière, mais pour des raisons parfaitement idéologiques, une peinture toscane, entre guillemets, c'est-à-dire économique, sobre, rigoureuse, et donc la perspective s'applique à ça, parce que c'est l'architecture, rigoureuse, sobre, etc. Bon. Et puis, la troisième raison, qui est peut-être plus profonde, c'est le sens fondamental de l'opération intellectuelle qui est à la base de la perspective. Hein. Et c'est celle-là, je crois, qui est peut-être la plus fascinante. La perspective n'est pas une forme symbolique au sens où l'entendait Erwin Panofsky dans son texte fondateur de 1925, la perspective comme forme symbolique, mais il est sûr que la perspective est une opération intellectuelle fondamentale. Et c'est celle-là qui va demeurer valable pour la position qu'elle donne au sujet, à l'homme dans le monde pendant des siècles.